Bonsoir. Donc, je suis très heureuse d'animer cette dernière table ronde de la journée sur les réseaux d'énergie multivecteurs. Et puis, on va essayer de voir en quoi ça peut être une solution de flexibilité et de résilience pour nos réseaux. Au cours du XXe siècle, les réseaux électriques, les réseaux de gaz ou les réseaux de chaleur se sont développés. Les uns, réseaux de chaleur à l'échelle locale, les réseaux de gaz et les réseaux électriques couvrant tout le territoire. On a pu en apprécier la fiabilité, la robustesse, mais ces réseaux travaillent en parallèle sans vraiment communiquer. Si on fait un focus sur les réseaux électriques, ils sont constitués, ils reposent sur le fait que la production électrique est massive, centralisée et qu'elle provient essentiellement de ressources fossiles. Alors, suivant les pays, on va parler de charbon, d'hydrocarbures ou d'uranium si on parle de la France. Alors, le principe, c'est que cette électricité, elle est produite massivement, transportée dans des réseaux de transport à haute tension et puis distribuée auprès des lieux de consommation, que ce soit les commerces, que ce soit les usines ou les habitations, grâce au réseau de distribution. Pour faire face au réchauffement climatique et limiter les émissions de CO2, on est amené à intégrer massivement des énergies renouvelables. Alors ces énergies renouvelables, bien sûr, elles ont une empreinte environnementale beaucoup plus vertueuse. Par contre, elles présentent l'inconvénient d'être intermittentes et variables. Donc leur introduction massive sur le réseau induit des défis scientifiques et des défis technologiques qu'on va aborder et évoquer au cours de cette table ronde. Donc tout d'abord, la première chose, c'est que pour adapter la production à la demande, il faut mettre en place une gestion dite intelligente du réseau, en mettant beaucoup plus de flexibilité, et notamment en ajoutant une dimension de bidirectionnalité, pour que le flux ne soit plus dans un sens, le flux électrique dans un sens, mais puisse également faire qu'on devienne non plus des consommateurs, mais des consommateurs, comme on dit. Donc pour nous parler de cette première évolution majeure du réseau, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Raphaël Kerr, voilà, ici, qui est maître de conférence à Grenoble INP, à l'école ENSE Cube et chercheur au G2E Lab. Alors l'adaptation de la production à la consommation d'électricité ne peut, bien sûr, ça peut reposer sur des outils de simulation, sur de la prévision, ça peut aussi reposer sur des batteries stationnaires, sur le pompage de l'eau dans les barrages. On remonte l'eau, par exemple, la nuit, ou s'il y a une forte production électrique et une faible consommation. Donc tout ça, c'est des solutions qu'on utilise déjà. Mais dans la mesure où on veut rentrer beaucoup plus d'électricité renouvelable et augmenter également l'électrification de nos systèmes, eh bien, il faut qu'on regarde un peu plus largement. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, la demande en électricité représente 20% de notre consommation d'énergie totale. Donc, si on regarde les autres sources d'énergie, les autres vecteurs d'énergie, on se rend compte qu'on peut peut-être optimiser ce paysage énergétique. Donc, l'interfaçage des réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur peut nous offrir des nouvelles possibilités de flexibilité et de stockage. Et c'est pour nous en parler, j'accueille avec plaisir Mathieu Vallée. Bonjour à tous. Qui est ingénieur-chercheur au CEA Liten. Et puis finalement, cette mutation des réseaux, cet interfaçage entre les vecteurs, cette transformation vers des réseaux intelligents avec une gestion prévisionnelle, une capacité de réaction en temps réel sur un territoire étendu, tout ça, ça demande une digitalisation massive des réseaux. Donc une telle digitalisation constitue un atout, mais aussi une vulnérabilité. L'actualité est hélas là pour nous le rappeler. Donc pour cette dernière dimension de la mutation de nos réseaux d'énergie, de leur digitalisation et de leur cybersécurité, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Galissot, qui est ingénieur-chercheur au Carnot CEA Leti. Donc pour commencer cette table ronde et cette mutation de nos réseaux électriques, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous décrire les principaux verrous
technologiques qui sont liées déjà au changement de... Bien sûr, merci Florence pour cette introduction. Je vais renommer ces 4 défis pour les réseaux électriques. L'Europe avait commencé à parler des 3D et effectivement, il y a un 4e D qui vient s'imposer. Le premier défi, on en a parlé, c'est la décarbonation. On cherche aujourd'hui à avoir une dépendance moindre face à des énergies fossiles pour des problèmes géopolitiques ou pour d'autres problèmes, et on essaie au mieux de profiter des ressources locales et surtout renouvelables. Le 2e D, on le voit peut-être un peu moins souvent, mais c'est la démocratisation. Comment essayer de faire en sorte que le citoyen se réapproprie l'énergie, la comprenne et ne voit pas ça comme quelque chose qui est un peu magique, caché derrière une prise. La décentralisation est effectivement un défi bien au-delà des réseaux électriques sur l'ensemble des infrastructures. Et comme tu le disais très justement, cette digitalisation, le dernier D, nous apporte bien des enjeux pour des industries qui n'ont pas forcément cette culture du digital. Alors ça se traduit effectivement par des arrivées massives de production décentralisée qui vont nous aider sur ces premiers aspects décarbonation. On voit de plus en plus, en tout cas, d'énergie renouvelable. Ça a été boosté, dopé par l'ouverture des marchés d'énergie qui ont été conçus pour délivrer des capitaux et prévoir des investissements. Malheureusement, ces investissements ont eu lieu plutôt là où on avait un retour sur investissement plus rapide, sur des réseaux de distribution plus faible tension qui n'étaient pas vraiment prévus pour. Deuxième arrivée massive, peut-être pas encore massive aujourd'hui, mais qui va impacter fortement les réseaux électriques, c'est les aspects nouveaux usages. Comment on va réussir à fonctionner avec les incertitudes supplémentaires que vont nous apporter typiquement les véhicules électriques ou encore les pompes à chaleur. Bref, une remise en question de notre approche et de notre connaissance des charges, ainsi que des problématiques liées à l'arrivée du stockage. Aujourd'hui, on est au-delà de l'artificiellement rentable. On commence à avoir des business models qui viennent modifier un peu les comportements locaux et viennent rendre plus difficile la vie des opérateurs. Alors, ça va se traduire en réalité par 2 grandes familles de solutions. Des solutions que je vais qualifier de structurelles. On va devoir aujourd'hui repenser l'architecture des réseaux, et ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir réaliser en quelques minutes. Par renforcement structurel, on peut penser à des aspects, rajouter des lignes, des câbles, voire l'utilisation du courant continu. Et c'est vrai que très souvent on parle du smart grid. Le grid, smart grid, avant tout c'est un grid, et s'il n'y a pas de ligne électrique, s'il n'y a pas de câble, on n'arrive rien à faire. On ne va pas alimenter un frigo avec de la fibre optique. Deuxième solution, famille de solutions, des évolutions opérationnelles. C'est là où on va devoir aller piloter au mieux des ressources locales pour mieux utiliser nos infrastructures d'énergie qui vont être ces réseaux électriques. Et là, on fait face à des enjeux très forts autour d'une problématique multi-échelle. Jusqu'à présent, on pilotait une 50aine de grandes centrales en France, et demain, on aura potentiellement à s'appuyer sur des milliers, voire des millions d'unités qui vont assurer cet équilibre production-consommation qui sont inhérentes au réseau électrique. Au-delà du problème multi-échelle, Mathieu pourra nous en reparler un peu plus tard, ces problématiques de cybersécurité qui apparaissent. Néanmoins, donc
avant de passer à ces verrous scientifiques et ces challenges que vous voyez, j'aimerais juste... Et les solutions de recherche. Et les solutions de recherche. Les pistes de recherche. J'aimerais aussi dire le réseau électrique aujourd'hui pourra s'appuyer, on l'espère en tout cas fortement demain, sur d'autres infrastructures d'énergie avec des couplages qui vont nous permettre effectivement, au-delà de la flexibilité des charges électriques que l'on a, pouvoir renvoyer de l'énergie sur les réseaux. Donc les verrous scientifiques, vous les voyez indiqués, liés à ce pilotage et ces réformes structurelles problématiques d'incertitude, sur une optimisation qui est non polynomiale difficile. Et ça, c'est vraiment un verrou scientifique. Derrière les challenges liés au pilotage, on va avoir un besoin d'observabilité. On ne peut pas piloter un système sans savoir ce qui se passe dedans, donc de commandabilité, d'interdépendance entre les infrastructures d'énergie, mais aussi avec ce lien de pilotage ICT, et des besoins de plus en plus accrus de décentralisation du contrôle commande. Et là, c'est un vrai enjeu. On parle souvent de cloud ou cloud edge. Là, on est vraiment sur des grosses problématiques. En point d'attention, attention, ce sont des phénomènes qui sont lents. Le smart ne résoudra pas tout. Et on aura besoin de travailler sur une sécurisation de nos infrastructures critiques qui sont importantes pour nos sociétés modernes. Je te rends la parole, Florence. Merci beaucoup. Donc, je pense que voilà, il y a pas mal de choses à dire, Mathieu. Oui, donc je vais continuer cette intervention donc, pour vous parler plutôt des aspects non seulement électriques, mais multivecteurs énergétiques. Puisque si on confond souvent dans le discours, y compris politique, l'énergie et l'électricité, en réalité, l'électricité, il faut bien se rendre compte que quand on a vraiment besoin d'électricité, c'est seulement 20% de l'énergie qui est consommée actuellement. Sur ce graphe qu'on voit sur le côté droit, qui est issu des scénarios de futur énergétique de RTE, on a effectivement 25% de l'énergie, c'est de l'électricité, mais sur ces 25%, en fait, il y en a une grande partie qui sert aussi à produire de la chaleur ou du froid, voire à recharger des véhicules électriques. Donc en fait, c'est pas vraiment un besoin d'électricité qu'on a besoin, c'est un besoin de mobilité ou un besoin thermique. Et donc la consommation d'électricité va augmenter, mais pour substituer des besoins fossiles. Donc ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'en fait, on a tout intérêt à considérer les liens entre les différents vecteurs énergétiques et quel est le besoin final des utilisateurs et des industriels pour penser le système énergétique de manière globale. Et quand on fait comme ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'optimisation possible et beaucoup d'innovation possible également. Je vais vous présenter de manière assez haut niveau les différents points qui sont représentés sur ce schéma à gauche, qui est issu de travaux en cours de l'Agence internationale de l'énergie. En commençant peut-être, j'ai mis trop rapidement, en commençant par bien situer de quel vecteur énergétique on parle. Ici, sur ce schéma, on a mis en bleu l'électricité, en noir le gaz, qui peuvent être différentes sortes de gaz, et en rouge les vecteurs thermiques, la chaleur et le froid. Et donc sur ces différents vecteurs, il y a des interconnexions, on voit des flux qui peuvent se faire entre ces différents vecteurs. Le premier point qu'on peut avoir, c'est que quand on considère ces différents vecteurs, on se rajoute des sources d'énergie renouvelables. On n'a plus seulement du solaire et de l'éolien, mais on a aussi de la chaleur fatale qu'on peut récupérer dans plein d'endroits sur le territoire, dans des industries, qu'on peut récupérer et utiliser. Et on a aussi des sources de gaz aussi qui peuvent être possibles. Donc ça, c'est le premier point. Mais les plus intéressants sur ces aspects multivecteurs, et Florence en a parlé en introduction, c'est le stockage. On peut stocker l'énergie de différentes manières. Et en particulier, on peut la stocker, souvent on pense à du stockage électrique dans une batterie, voire dans des barrages hydroélectriques qui sont notamment un des gros intérêts en France d'avoir des montagnes dans lesquelles on peut stocker de l'électricité. Mais il faut bien se rendre compte aussi que si on considère le stockage thermique, par exemple, il est de 10 à 500 fois moins cher que le stockage électrique pour stocker la même quantité d'énergie, selon les structures qu'on regarde. Si on regarde le gaz, en gaz, on a 130 TWh de stockage en France, qui représente un tiers
de la consommation annuelle du gaz en France. Donc on a à cet endroit-là des capacités de stockage extraordinaires et donc une flexibilité extraordinaire qu'on ne pourra pas faire des batteries pour faire tout autant de stockage. Sans compter, si on prend que l'aspect économique, mais sans compter les aspects matériaux et problématiques d'empreinte écologique des batteries. Voilà, donc là j'ai parlé de ces deux aspects-là. Il faut penser aussi au stockage dans les réseaux. Les réseaux eux-mêmes, c'est une infrastructure qui existe pour les réseaux de chaleur et les réseaux de gaz. Alors dans le réseau électrique, on ne peut pas vraiment stocker de l'électricité dedans. On peut très bien la transporter, par contre, ça c'est le gros avantage du réseau électrique. Mais par contre, dans les réseaux de chaleur, pour donner un petit exemple, sur le réseau de Grenoble que je connais assez bien, on peut stocker plusieurs mégawattheures d'énergie par degré supplémentaire qu'on met dans le réseau, de degré de température. Et donc ça, c'est un effet qui est utilisé tous les jours pour faire face aux pics de consommation du matin dans les réseaux de chaleur de Grenoble. Dans le réseau de gaz, on peut aussi emmagasiner un peu plus d'énergie avec un peu plus de pression, même si là, on a des contraintes de sécurité plus importantes. Voilà. Et pour finir sur cet aspect-là, au niveau des consommateurs, au niveau des utilisateurs finaux, considérer cette approche multivecteur et fournir le bon vecteur énergétique au bon moment, ça permet d'améliorer l'efficacité et la sécurité d'approvisionnement. Donc en ville, on va s'intéresser en particulier au réseau de chaleur pour fournir la chaleur. Et aussi, on ne s'adresse pas seulement aux consommateurs résidentiels, mais aussi beaucoup aux consommateurs industriels qui ont différents besoins énergétiques et sur lesquels on peut faire beaucoup d'optimisation. Voilà, juste pour faire un tout petit peu de pub, dans les travaux que nous menons au CEA, en particulier dans le Carnot Énergie du futur, on a pu regrouper un certain nombre de solutions d'optimisation et de simulation des systèmes énergétiques dans une plateforme qu'on appelle Trilogy, avec laquelle on commence à fournir des services et des études. Merci. Merci Mathieu pour ce paysage vaste de notre mix énergétique. Et puis pour finir cette table ronde, on va parler un peu de digitalisation et de cybersécurité, Mathieu. Oui, merci. Vous m'entendez? Ouais. Donc pour introduire la cybersécurité, y a l'actualité, malheureusement, où on voit que les infrastructures d'énergie, que ce soit du gaz en ce moment ou autre, c'est des infrastructures critiques et qui sont vitales au fonctionnement d'un pays. Donc c'est des infrastructures qu'il faut absolument protéger. Aujourd'hui, la digitalisation des réseaux, ça apporte ce risque cyber d'une certaine manière où on va créer de la flexibilité par le digital. La figure que vous voyez au milieu de l'écran l'illustre très bien. On a un véhicule électrique qui est rechargeable. Les prochaines générations, déjà celles qui sont commercialisées pour certaines, sont bidirectionnelles. Donc elles peuvent emmagasiner de l'énergie comme elles peuvent en restituer, et des fois avec une puissance supérieure à celle de la maison. La maison a ses panneaux photovoltaïques. On a l'ambition de la rendre la plus autonome possible. On parlait de décentralisation. Ça se déplace jusqu'au résidentiel. On imagine, alors l'Allemagne est précurseur, mais d'avoir des batteries au sein de la maison qui viennent en complément du véhicule. Et on a un réseau domotique avec un compteur communicant. Tout ça permet vraiment de créer un potentiel de flexibilité. Ce potentiel qui est piloté par le digital, il peut aussi bien aider le réseau, le soutenir en fréquence, le soutenir en tension, le soutenir sur l'énergie réactive et tous ces paramètres, qui peut le déstabiliser à l'inverse s'il est mal piloté. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la sécurité des systèmes industriels en ce qui concerne les centrales et le réseau de transport. Il faut aussi travailler maintenant sur la cybersécurité et la protection vraiment de tous les objets qui sont connectés au réseau, si on veut se protéger convenablement. Les attaques sur le réseau énergétique, il y en a eu quelques-unes. Je ne vais pas trop en parler, mais les principales ont eu lieu en Ukraine il y a 4-5 ans. Donc on voit que c'est quelque chose qui est important et qui fait partie aujourd'hui d'actes de guerre. Ce qui fait que parfois, certaines attaques qui sont un peu plus légères ne sont pas protégées par les assurances puisque font partie de cette catégorisation. Donc on est dans quelque chose d'assez nouveau, dur à appréhender et qui est potentiellement dangereux. Sur les grands objectifs de cyberattaque, on pense souvent à l'activisme où on a l'image un petit peu de la personne qui va attaquer un petit système pour se faire une petite réputation, en parler à ses copains, enfin voilà.
Ça, c'est vraiment devenu très minoritaire aujourd'hui. On commence plutôt dans la cybercriminalité. Pour donner un chiffre, on estime le chiffre d'affaires global de la cybercriminalité à 1000 milliards de dollars, soit plus que tous les autres crimes réunis, drogue, prostitution, etc. C'est facile, on risque rien, on est chez soi derrière un écran et on peut gagner beaucoup par des petites arnaques, du ransomware, des choses comme ça. Donc on est quand même dans une activité très lucrative et peu risquée pour ceux qui la pratiquent. On a des choses un peu plus construites, comme l'espionnage, la déstabilisation et le sabotage. On pense vraiment que les réseaux d'énergie sont plus sujets au sabotage. On a vu sur certains exemples, par exemple, quelque chose d'assez connu, c'est les centrifugeuses iraniennes en 2010 qui ont été attaquées. On estime qu'il a fallu 200 ingénieurs à peu près pour mettre en place cette attaque. Donc là, on est vraiment sur des acteurs étatiques avec des moyens presque illimités. Ça, c'est le tableau un peu noir. Il y a les solutions. Oui, les pistes de recherche voilà. Maintenant qu'on est tous morts de trouille. Exactement. Donc, il y a le NIST qui a fait une très bonne matrice pour ce qui concerne la résilience des systèmes d'information, qui s'applique très bien à la résilience des systèmes d'énergie, qui comporte 5 points. Identifier la menace. Donc, dans les réseaux d'énergie, ça passe par des simulateurs qu'on va coupler avec des simulateurs d'attaque et on va estimer selon plusieurs scénarios quelle est la gravité, l'impact, la vraisemblance, etc. La protection, il n'y a pas que la cryptographie, il y a aussi la sécurité des codes de calcul, il y a la sécurité des périmètres, il y a beaucoup de choses à faire en protection. Détecter, des SOC, des System Operations Center qui permettent un nombre innombrable de données, dans le but, à partir de signaux faibles, de détecter vraiment des menaces qui peuvent être réelles. Et ensuite, il y a la réponse et la restauration, et c'est peut-être le point le plus important de la résilience, de la cyber-résilience en tout cas. C'est une fois qu'on a été attaqué, comment on redémarre. On sait que les opérateurs d'énergie ont des scénarios de reprise sur incident. Il faut les coupler avec des menaces cyber qui, elles, ont la particularité de pouvoir être persistantes. Donc, il faut pouvoir être capable de redémarrer alors qu'on est encore sous attaque. C'est un champ de recherche très important. Merci beaucoup. On a voulu balayer un petit peu les différentes dimensions relatives à ces évolutions des réseaux d'énergie, le fait qu'on modifiait, on les rendait flexibles, bidirectionnels, le fait qu'on allait essayer de coupler les différents vecteurs pour se donner encore plus de souplesse, et puis que devant la digitalisation très forte de ces réseaux, il ne fallait pas qu'on soit naïf, il fallait aussi qu'on se protège. Le temps des centrales qui étaient sorties des réseaux autonomes tout seuls dans leur coin, c'est un peu fini. Voilà. Donc il y avait un peu tous ces axes. L'objectif, c'était aussi un peu de dire que on engage, nous, Carnot, des axes de recherche sur ces différents sujets et qu'on est prêt à répondre à vos questions. Non, parce qu'on est enregistré, ce serait bien qu'on puisse entendre votre question. Une petite lingette, s'il vous plaît. Oui, merci. Bon. On aura votre question. Je vais en poser une petite juste avant pour commencer. Comment on y va ? Quelles seraient les étapes pour aller vers ces réseaux Comment on commence ? L'électronique de puissance Oui, en fait, on entend souvent parler de transition écologique, énergétique, et on se donne des grands objectifs à long terme, et une industrie aussi capitalistique, avec des investissements aussi forts, se doit d'avancer pas à pas vers une solution. Et c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Les phénomènes sont lents et visqueux, je vous en parlais tout à l'heure. Mais on se doit vraiment d'anticiper. Et pour pouvoir anticiper, pour pouvoir faire ce que j'ai appelé une planification moyen terme, il nous faut absolument avoir une vraie visibilité, tant sur les approches politiques. Il faut une certaine vision, il faut une certaine constance derrière les messages qui sont envoyés.
que sur les aspects réglementation. Alors, la réglementation évolue, bien entendu, énormément, mais on ne peut pas se permettre d'imaginer les étapes suivantes sans paver l'espace d'étapes intermédiaires, tant sur les aspects, je vous parlais de ces évolutions structurelles, dimensionnement, que opérationnel, le pilotage. Et on commence de façon locale, ou on peut d'emblée passer sur un changement, par exemple, du réseau de transport? Ou est-ce que c'est des expérimentations qu'on va conduire pas à pas de façon locale? Ce qui va être le plus intéressant, ça va être d'essayer de partir des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions locales qui peuvent démarrer sans impacter complètement la marche du réseau électrique. Cette décentralisation, ces solutions de stockage local peuvent nous aider à passer les premières étapes. Mais par contre, on ne peut pas négliger non plus les grandes évolutions. Quand on veut mettre en place une ligne, un réseau de transport, en fait, ça va prendre des années et des années, en se chiffrant potentiellement 5-10 ans. Aujourd'hui, RTE préfère passer par des solutions courant continu parce que on va avoir une sorte de fast track. Donc courant continu, je traduis, c'est des réseaux à côté. C'est construire ça va être des réseaux qui ne sont pas synchrones, c'est-à-dire qui ne sont pas impactés directement par la variabilité qu'on peut avoir sur la fréquence, donc quelque chose qui va nous permettre de traduire l'équilibre production-consommation de manière un peu instantanée, en tout cas la déviation de fréquence. C'est des choses qui vont exister entre typiquement la France et l'Angleterre depuis des années, avec des technologies qui sont éprouvées, et c'est les technologies qui nous permettent d'avoir des câbles sous-marins qui vont dépasser les 50 ou 100 km. Ces technologies-là, aujourd'hui, parce qu'on peut les enfouir, justement, sur cette notion de câble, on va être capable de faire des distances sans avoir des problématiques de pollution visuelle et des personnes qui pourraient être vent debout ces évolutions-là. D'accord. Donc, pour répondre à la question, j'ai compris qu'on commençait et localement et on avait des solutions aussi au plan plus général sur la structure du réseau en tant que tel. Il faut absolument, sinon on ne sera pas au rendez-vous. D'accord. On va vous laisser poser votre question. Merci. Pour comprendre un système aujourd'hui, on parle beaucoup de jumeaux numériques pour tout, pour beaucoup de systèmes, soit techniques, soit des écosystèmes. Est-ce que dans le domaine énergétique, on y pense aux jumeaux numériques complets qui intègreraient la multiplicité des acteurs électriques ou autres, thermiques, y compris la cybersécurité, ou est-ce que c'est trop complexe et illusoire? Alors, qui veut répondre? Mathieu. Je peux commencer. Donc, sur la cybersécurité, on travaille justement sur des jumeaux numériques puisque le coût des équipements est cher et si on veut les attaquer, on va utiliser leurs jumeaux numériques pour les attaquer. Ça évite, ça fait une économie de temps et d'argent au passage. On est plus performant, on peut reproduire l'attaque, la répéter toutes les semaines si on veut vérifier qu'elle est toujours valable, etc. Il y a des travaux, mais c'est encore très émergent et surtout aux États-Unis, sur lesquels on va vraiment coupler des attaques sur des réseaux à partir d'équipements. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Donc là, on est vraiment dans de la recherche amont, en espérant qu'elle arrive vite parce que ça va être nécessaire, je pense. Est-ce que l'autre Mathieu veut compléter sur... Oui, je peux compléter. Oui, jumeaux numérique. Alors après, ça dépend de quoi on parle. Souvent, alors en anglais, on a les termes digital twin et digital copy. Donc souvent, on oppose les deux. La digital copy, c'est juste la simulation comme on la connaît habituellement. Et le digital twin, c'est le système numérique connecté en temps réel au système réel. Donc ça, l'aspect simulation, clairement, c'est utilisé partout dans les systèmes énergétiques aujourd'hui. Le système connecté en temps réel, on en parle, mais c'est très très compliqué à faire pour ces opérateurs qui, comme Raphaël l'a rappelé, c'est aussi dans le domaine énergétique, c'est pas des industries dans lesquelles on a encore beaucoup appréhendé le digital. Et en plus, on a des problématiques de connexion avec des utilisateurs divers, des problématiques de protection des données, tout ça. C'est une industrie dans laquelle il y a des choses qui commencent à arriver, mais il y a quand même une certaine réticence. Alors ça dépend des opérateurs, il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres, on va dire, parmi les grands énergéticiens ou parmi aussi les opérateurs locaux. Alors moi je connais bien les opérateurs de réseau de chaleur. Voilà. Mais effectivement on en parle. Ouais.
Si je peux rajouter, sur les réseaux électriques, en réalité, on utilise, même si le terme jumeau numérique est potentiellement pas complet, on utilise en fait une capacité à représenter le système toutes les 10 secondes. En France, on va rapatrier des données de l'ensemble des capteurs sur les réseaux de transport et on va jouer des dizaines de milliers de scénarios pour trouver la trajectoire optimale pour se sortir d'une problématique qui peut être la perte d'un jeu de barre, d'une centrale nucléaire ou autre. Donc ces choses-là existent déjà mono-infrastructure, dans une logique pas forcément de temps réel et de réplication, mais d'anticipation de la conduite. Mais sont limités à cette notion mono-infrastructure, et c'est pour ça qu'on travaille avec des collègues du CA actuellement sur le multi-infrastructure, incluant les aspects digitaux pour pouvoir jouer justement ces scénarios de cybersécurité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'en aurai encore une petite que je vais m'adresser à Mathieu Vallée. Est-ce qu'on arrive, parce que bon, effectivement, par modélisation ou tel que vous nous le présentez, faire des interfaces entre les différents vecteurs, chaleur, gaz et électricité, ça paraît très prometteur. Est-ce que les différents partenaires industriels et les différents acteurs arrivent à se parler? Alors, ils arrivent à se parler. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble? Ça dépend des cas. Il y a souvent il y a différentes choses, mais on a peut-être aussi plus de difficultés en France que dans d'autres pays d'Europe à le faire. Il y a des pays d'Europe qui sont très, très avancés, peut-être aussi parce qu'ils ont des opérateurs. Il y a moins de dissociation entre le secteur électrique et les autres secteurs, en fait, et puis des acteurs peut-être moins puissants sur le secteur électrique, mais qui s'investissent sur plusieurs secteurs. Donc à ce moment-là, ils sont en capacité au sein de leur entreprise de faire des choses. Et puis, jusqu'à il y a en fait pas très longtemps, un des gros freins qu'il y avait à ces aspects multivecteurs, c'était finalement la faible rémunération des services rendus au réseau électrique pour les autres vecteurs énergétiques. Et souvent, on disait, on pourrait faire des optimisations, mais finalement, le risque à prendre par rapport à ce qu'on va pouvoir gagner en offrant des services au réseau électrique est très faible. Alors aujourd'hui, c'est quand même en train de changer avec les choses qui sont en train d'être pensées par rapport aux capacités d'effacement et tout ça. Donc ça pourrait aller très vite, en fait, des mutations dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore une petite question, mais est-ce que vous en avez? Non, c'était tout bien clair. Moi, je voudrais qu'on parle. Bon, j'ai bien compris que il est possible d'avoir cet interfaçage entre les vecteurs, d'autant plus si ça commence à être intéressant, on va dire financièrement, ça fait sens, et puis ça va nous permettre de garder finalement un réseau résilient. Est-ce qu'on a tout ce qui existe, enfin toute la réglementation qui va bien, et je pense normalement à cette protection cyber. Est-ce qu'on a le cadre réglementaire qui nous permet d'agir? Sur la cyber, aujourd'hui, il y a des cadres qui sont en émergence à l'Europe, mais il n'y a rien encore qui est transverse. Donc la dernière brique qui manque, celle sur laquelle j'insistais un peu, qui concerne un peu les objets grand public, l'IoT, etc. La dernière norme en vigueur est le CyberAct qui a été voté en 2019. On attend sa mise en application d'ici 2025. Donc normalement, c'est un peu comme un label CE, ça veut dire que tous les objets que vous déploierez chez vous, quel que soit, auront été validés par un processus cyber, selon plusieurs niveaux. Voilà. Et après, sur le fait d'interagir, sur le fait de... jusqu'à où, enfin, comment est-ce qu'on peut contrôler finalement, y avait un petit schéma sur le fait qu'il fallait qu'on répare, mais aussi qu'on prévoit. Comment est-ce qu'on contrôle un peu toute cette activité? Sur l'aspect cyber, le contrôle d'activité, c'est l'objet vraiment de recherche sur savoir, c'est de la même manière dont on va agréger de la flexibilité, comment on peut agréger du coup des attaques, enfin de la déflexibilité si ça peut se dire. C'est un gros débat en recherche de savoir si c'est possible ou pas. Aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, on n'a pas vraiment de solution claire et nette. Donc
La réponse de l'ANSSI, qui fait un peu autorité dans ce domaine, est de dire la meilleure solution, si on veut un système cloisonné sur les prochaines années, c'est un système sécurisé, c'est de cloisonner, j'ai dit la réponse avant. Le cloisonnement des réseaux reste, d'un point de vue cyber, et je comprends que ce n'est pas la réponse souhaitée de notre point de vue, d'un point de vue cyber, le cloisonnement est la meilleure réponse aujourd'hui parce qu'on ne sait pas faire mieux. Bon, ben c'est formidable. On a de quoi faire des tonnes de tables rondes encore, puisque d'un côté, pour optimiser le réseau, il faut l'interfacer, et pour le sécuriser, il faut le cloisonner, donc on n'est pas rendu. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette table ronde.